Allez, c'est parti, on se penche aujourd'hui sur le parcours d'un journaliste d'investigation bien particulier, Jean-Louis Imbert, et sur ses 30 ans de carrière. En fait, cette idée, c'est vraiment la clé pour comprendre toute sa démarche. Isambert se voit comme un prolétaire de l'écriture. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il prend de la matière brute, l'info complexe, cachée, souvent très technique, et il la transforme en quelque chose de fini, de compréhensible pour tout le monde. Son but, ce n'est pas juste de balancer de l'information. Non, c'est de donner au public les outils pour saisir les grands enjeux économiques et financiers qui nous entourent. Ok, donc le prolétaire de l'écriture. Mais alors, qu'est-ce qui peut bien pousser un journaliste à passer 30 ans de sa vie à déterrer des choses que les puissants veulent à tout prix cacher? Eh bien, la réponse se trouve dans sa vision même du journalisme. Pour s'attaquer à une mission pareille et naviguer dans des eaux aussi troubles, Isambert n'y va pas au hasard, bien sûr. Il a, disons, un code de conduite bien à lui. 3 règles d'or qui sont le socle de chacune de ses enquêtes. Alors, ces 3 principes, ils sont fondamentaux. D'abord, enquêter sans avoir déjà son idée en tête. Ça, c'est pour laisser les faits parler d'eux-mêmes, tout simplement, et pas tomber dans le piège de ne voir que ce qu'on veut voir. Ensuite, un grand classique, mais essentiel, tout vérifier, et avec plusieurs sources différentes. La base, quoi. Et enfin, et c'est peut-être le plus dur, ne faire confiance à personne. Ça veut dire garder une distance critique, même avec ses propres sources, pour être sûr de ne jamais se faire manipuler. C'est cette discipline de fer, en fait, qui lui garantit son indépendance. Bon, tout ça, c'est la méthode. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand cette rigueur, eh bien, elle met le doigt sur des vérités qui fâchent, qui dérangent de gros intérêts financiers ou politiques? La question, elle est là, toute simple. Que se passe-t-il quand des entités puissantes ne veulent pas que la vérité sorte? La carrière d'Isambert y répond de façon assez brutale. Le système, il se défend. Prenons un cas concret, peut-être le plus parlant. Son livre de 2001, une enquête sur le Crédit Agricole, l'une des plus grosses banques françaises. Le livre était prêt, il devait sortir, mais il n'est jamais arrivé dans les librairies. Pourquoi? À cause d'une décision de justice assez incroyable. Et là, la justification du tribunal est juste hallucinante. Le juge a interdit le livre non pas à cause de ce qu'il y avait dedans, mais parce que sa simple existence risquait de nuire à l'image de la banque. En gros, le livre a été censuré avant même d'avoir été lu par la justice. C'est une censure préventive, quoi. Ça pose quand même de sérieuses questions sur la liberté de la presse face au pouvoir de l'argent. Et attention, ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Prenez une autre de ces enquêtes, une enquête énorme sur les réseaux criminels et leurs connexions politiques. Elle démarre en 1991 et elle ne va se terminer qu'en 2017. 26 ans. Imaginez 26 ans de boulot. Et même là, une fois le livre fini, eh bien aucune grande maison d'édition à Paris n'a voulu le publier. Il a fallu qu'un petit éditeur, un indépendant à Marseille, prenne le risque. Au fil des années, on voit se dessiner un vrai schéma de résistance. Ce n'est pas juste un obstacle de temps en temps, non, c'est un mur quasi systématique. Rejet des grands médias, refus des éditeurs, pression financière, judiciaire, et bien sûr des menaces plus directes, des coups bas. Isambert, lui, il parle d'une sorte de lâcheté ambiante dans beaucoup de rédactions, où la peur des représailles est plus forte que le devoir d'informer. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est pourquoi? Pourquoi continuer pendant 30 ans si le système met des bâtons dans les roues en permanence? La réponse, en fait, elle n'est pas dans le système. Non, la réponse, elle est là, dans ce contraste qui est saisissant. D'un côté, la réaction du système, le silence, la censure, les procès, et de l'autre, la réaction des lecteurs, des gens qui envoient des messages directs, des choses comme « Merci, ça nous a bien aidé pour nous défendre contre la banque ». Et c'est là, précisément, que tout le travail prend son sens. Pour lui, tout est là. La vraie réussite, ce ne sont pas les articles dans les grands journaux ou les prix. Non, c'est ce lien direct, ces retours. Il appelle ça les gestes du cœur. C'est ce qui prouve que son travail, son produit fini, a servi à quelque chose, qu'il a été utile aux gens. Et ça, dit-il, c'est la plus belle des récompenses. On en arrive donc à la question finale, celle qui touche vraiment au cœur du réacteur, à ce qui alimente une carrière pareille. Après toutes ces années de galère, mais aussi de reconnaissance de la part des lecteurs, est-ce qu'on parle encore d'un métier, avec ses routines, ou est-ce que c'est une passion pure, une obsession qui justifie tout? Et sa réponse, elle claque en un seul mot. Un mot qui fusionne tout. Métier, passion. Voilà. Ce n'est ni juste un job, ni juste un hobby. C'est une vocation, une façon de vivre où les deux sont complètement liés. Et c'est sans doute ça qui permet de tenir. Au final, le parcours de Jean-Louis Imbert nous laisse avec une question qui est, je trouve, essentielle aujourd'hui. Dans un monde où l'info est de plus en plus une marchandise, quelle place reste-t-il pour ceux qui la voient encore comme une mission ?